On va commencer avec un texte, et c'est Romain Verger qui s'y colle pour cette 8e soirée. C'est le début de mon nouveau roman, Fiction. Qu'ont-ils fait de nous, Noéline? Qu'ont-ils fait de toi? Peut-on mieux dévoiler l'amour à ceux qui s'y destinent, qu'en les séparant comme on tranche les siamois, en taillant dans la chair et brisant l'os iliaque dans le vif des deux, en dédoublant le mal, en répliquant la nuit? Pour te retrouver, te voir, je suis du bout des doigts les nouveaux traits de mon visage. Cette page de braille qui est devenue ma face, arête, sérac, fissure, escarpe. L'exact calque en 3 dimensions de ce pays montagneux dans les plis contractés duquel a couvé notre union. Il ne nous aura guère fallu une vie entière pour qu'à l'image de ces couples que de longues années de vie commune façonnent l'un en miroir de l'autre, nous en venions à nous confondre. Quelques heures ont suffi à nous unir et nous perdre, des heures nocturnes promises à la démence, à la prolifération des humanités anomales. Cela me prendra des semaines, des mois peut-être, pour filer ma nuit à tes côtés, tout contre la tienne, me libérant et sauvant ce qui peut l'être encore. Je ne suis pas pressé. J'y consacrerai le temps qu'il faut, creusant la plaie de la pointe d'un canif, et j'en sortirai peut-être sauf, plus fort même que Léonid Rogozov, qui, lors d'une expédition en Antarctique, n'avait eu d'autre choix que de pratiquer sur lui-même une appendicectomie. Je passe ici le plus clair de mon temps à écrire. Je n'ai que ça d'ailleurs, le temps, et le terrible ennui. Je l'écosse, je le décompte en cris, cachets et convulsions. Je l'égrène en mots. Chaque jour meurt de 3 décharges d'ordinateur. Chaque ligne m'accole à toi et ravive la rupture. Je prends les choses comme elles reviennent, dans le plus grand désordre, les attrapant à la gorge quand elles percent de ma camisole chimique. Ce sont tes cris, Noéline, le visage fêlé de tes sœurs ou la fosse emplie de nuit et de silence, les vœux du prêtre, pluie de riz et giboulées de roses, d'interminables routes entaillées dans le vide où j'avance sans garde-corps, rasade de vodka, éclaboussure de sang, l'éblouissant crépuscule que dévorent les crevasses. À défaut de cellules psychologiques, j'assure ma survie, construisant mon récit comme un poste médical avancé. On voit souvent ça à la télévision, après un attentat, un crash d'avion ou une libération d'otages. On passe tous un jour par le déchocage. Ce ne sont pourtant pas les psychiatres qui manquent ici. Mais à leurs yeux, cette part-là de mon histoire n'existe pas. Dossier bouclé, affaire classée. L'obstination avec laquelle tu te cramponnes encore à la vérité relèvera chaque fois d'un cran ces murs qui te tiennent prisonnier. Tu n'en sortiras pas avant d'y avoir renoncé et abjuré tes délires. Et tu lui tournes encore, et tu lui tournes autour. Comme un chien autour d'un étron, tu ronges ton os et t'y uses les dents. Qu'as-tu encore besoin de t'accrocher à cette histoire, m'a dit maman l'autre fois. Tu nous fais du mal inutilement. J'ai déjà été bien assez éprouvé pour mériter ça. Tu devrais participer aux ateliers reliure, poterie, aux activités sportives. Ne pas remuer ces vilaines choses. Ton sang va tourner au vinaigre, tu vas finir comme les autres, zinzin pour de bon. C'est tout ce que tu vas y gagner. Comment imaginer la nuit que nous venions de vivre? À voir le soleil pointer si haut et les massifs percer le ciel bleu de leurs incisives. Comme un pansement qu'on arrache d'une plaie vive et le soleil éclatant pour la cuire. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'osais déglutir ma salive et encore moins parler. À chaque fois, des silex passaient en me tirant d'impossibles larmes. Et cependant, nous étions libres, en plein maquis, avec nos sacs éventrés, nos affaires éparpillées. Dans nos costumes et robes de soirée déchirées et nos allures de noceurs comateux. Qu'avions-nous alors de commun avec les voyageurs que nous avions été quelques jours plus tôt, fonçant bière à la main et sourire aux lèvres vers les sommets? Ils n'avaient plus rien de nous. Tout nous séparait d'eux, errant à travers la garrigue, ahuris, les cheveux ébouriffés et poisseux, le regard implorant le ciel d'abréger leur souffrance. Simon était penché sur Marie, le visage délavé. Elle avait l'air d'une enfant revenue adulte d'un mardi gras qui aurait mal tourné. De sa bouche barbouillée, Simon lui murmurait d'incompréhensibles paroles, une bouillie de mots, tout en décrochant de ses mollets les ronces dans lesquelles elle s'était entortillée. D'un mouchoir, il tamponnait les gouttes de sang qui perlaient de sa peau. On a fini par se lever.
gravir une colline, marcher encore un bon moment dans les chardons et la caillasse. J'ai souvenir qu'à tour de rôle, nous soutenions Marie pour l'aider à avancer. On s'arrêtait de temps à autre pour souffler. Alors, je m'allongeais sur la terre sèche. J'aurais voulu fixer le soleil et m'y brûler les yeux, effacer ce pays de ma vue, le rayer de ma vie et rentrer au bercail. Je n'avais que ça en tête. De temps en temps, un avion de ligne incisait le ciel, me déchirait la cornée, mais le paysage réapparaissait toujours, identique, âpre et brûlant. Que n'aurais-je donné pour être à bord? J'aurais signé pour n'importe quelle destination, me présentant au comptoir en leur disant « Embarquez-moi dans la soute avec les chiens, les chats, les rats et les clandestins. » Plus de place? Eh bien qu'on m'asseille sur les genoux du commandant. Et qu'importe si l'avion pique vers la mer, m'emmenant à 6000 pieds sous l'eau, partager le sommeil des crabes nécrophages et des créatures aux yeux glauques. À cette heure-ci, j'y épuiserai mes derniers rêves avec les bactéries extrémophiles, loin de tous ces fêlés. Voilà. Merci. Bonsoir, bienvenue à cette 8e soirée de la petite édition. Les soirées de la petite édition, c'est une fois par mois l'occasion de découvrir un petit éditeur, trop rare en librairie. Et ce mois-ci, la librairie du MK2 et moi-même, nous sommes très contents d'accueillir Karine Knud et Hugues Bessot qui s'occupent des éditions Le Vampire Actif et qui ont emmené avec eux Romain Verger, dont le nouveau roman, Fission, dont vous avez pu entendre un extrait, est sorti lundi dernier. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par une question simple, mais qui me semble nécessaire pour continuer. Je vais juste essayer de me cacher du... Le Vampire Actif, pourquoi? Alors, par quoi commencer? Alors c'est vrai qu'on pourrait croire à entendre le nom de cette maison d'édition qu'on est spécialisé dans tout ce qui a trait au gore, à l'horreur, voire au policier. Or nous, ce qui nous intéressait avec le nom de cette maison d'édition, c'était de briser un peu les clichés qu'on véhicule autour de l'image du vampire. Et on a deux éléments de filiation, en fait, par rapport à ce nom. Donc, Gerasim Lucas, avec le vampire passif. Alors, je vais peut-être laisser Hugues expliquer, c'est que le vampire passif, et puis moi, je m'occuperai de Michel Tournier après. Gerasim Lucas est un surréaliste, compagnon de Breton et de Zara, et qui a produit, parmi une œuvre relativement abondante, un texte hybride qui s'appelle Le Vampire Passif. C'est un texte hybride dans le sens où le texte en lui-même est un texte complètement surréaliste, qui peut se lire en tant que tel comme une mosaïque d'impressions. Et puis ce texte est jumelé avec des collages en regard, page recto, page verso, en vis-à-vis plutôt. Et ces collages, Gerasim Lucas invite à les regarder après chaque phrase du texte. Et quand on fait l'expérience de cette lecture double, de cet aller-retour, on se rend compte que le texte qui avait un sens, ou auquel on avait donné un sens, plutôt, comme beaucoup de textes surréalistes, auquel on avait donné un sens en lisant le texte et les phrases les unes après les autres, eh bien ce texte prend un autre sens, d'autres sens, en jouant entre le texte et l'image. Et c'est ce qui nous a intéressé dans particulièrement cet ouvrage, parce que c'est justement l'hybridation d'un texte. Le texte n'est pas construit comme un monolithe, il vit, et en particulier en résonance avec justement ces collages qui sont eux-mêmes extrêmement riches et qui prennent vie eux-mêmes avec le texte. Voilà, et de ce fait, donc, le vampire passif, c'est pas un texte qu'on peut ranger dans une case, dans une catégorie, et ça nous a beaucoup plu. Et parallèlement à ça, Hugues et moi, on a fait l'expérience de la lecture du Vol du vampire de Michel Tournier, qui est un recueil de notes de lecture paru en 1981, dans lequel on trouve une introduction dans laquelle Michel Tournier explique que l'acte en fait, d'éditer un livre, de publier un livre, c'est procéder comme un lâcher de vampire sur les lecteurs, ce qui va générer le fait que le livre du coup prenne chair et prenne vie. Donc voilà, l'acte d'éditer, c'est se repaître aussi de la vie, du sang du lecteur. Et chaque lecture redonne vie
au livre et au texte. Et ce dialogue, là aussi encore, entre le lecteur et le texte. Donc on est dans une position de lecture qui n'est du coup là pour le coup absolument pas passive. Voilà. Un rapport donc symbolique au vampire, mais pas que, puisque finalement quand on examine les 9 titres que vous avez déjà sortis, on sent un certain amour du monstre, et même un amour certain, puisque voilà, les deux, et notamment les 2 premiers titres que vous avez sortis, puisque le premier s'appelle Siamoise, et le deuxième qui initie la collection dont on va parler maintenant, qui s'appelle Les Rituels Pourpres, c'est Escale à Lycanthropolis, de Petrus Borel. Comment... c'est la question un peu rituelle aussi, comment on commence une maison d'édition, comment les fondements théoriques vous venez de nous les expliquer, mais il faut aussi peut-être un déclic, un texte qui fait qu'on se lance. Comment ça a commencé pour vous? Vas-y. Oui. Ça n'a pas commencé avec un texte en fait. Ça a commencé par de nombreuses soirées d'échanges sur des textes passionnément aimés, l'un et l'autre, l'une et l'autre, par l'une et par l'autre, et par la recherche, la quête et la découverte de textes que l'on ne retrouvait plus, que l'on ne pouvait plus lire. Et toujours ces textes en décalage, ces textes qui ont autre chose à dire que les mots eux-mêmes, que le sens premier du texte. Et donc très rapidement, lorsqu'on a réfléchi à cette envie alors que ce n'est pas notre métier premier, mais cette envie de créer et de révéler ces textes, très rapidement, nous avons déterminé 3 collections. Nous sommes partis sur 3 collections qui, chacune, devait effectivement, et jusqu'à présent assure, la fonction de révéler des types de textes. Alors, on a effectivement Les Rituels Pourpres, collection qui est destinée à recueillir des textes tombés dans l'oubli, des textes d'auteurs disparus, injustement oubliés, par rapport à des œuvres qui ont marqué à leur époque l'histoire littéraire. Une collection qui s'appelle Les Séditions du Vampire et qui recueille des textes d'auteurs contemporains, par exemple Romain, par exemple Patrick Lahaut-Paillet avec Siamoise. Et puis une 3e collection qui est une collection d'essais, des entretiens du vampire, que nous avons souhaité créer pour permettre la publication de textes, de réflexions autour de justement cette littérature décalée, ces textes décalés. Et le premier livre que nous avons publié dans cette collection, pour l'instant le seul, mais on espère bien qu'il y en aura d'autres, Atopia, qui est une manière de présenter 30 ouvrages qui ont pour trait commun la posture décalée du héros par rapport à son contexte, son environnement, sa famille, son milieu, etc. Et qui va adapter différentes postures, héros qui vont adopter différentes postures pour réagir à cette rupture. On va trouver la fuite, on va trouver le suicide, on va trouver la misanthropie. Et nous avons travaillé avec l'auteur pour regrouper ces 30 ouvrages en 10 familles qui permettent que chaque thème soit illustré par 3 ouvrages issus de 3 auteurs de 3 pays différents. Et ce qui donne donc 3 portes d'entrée, 3 ouvertures pour traiter un thème de nous. Tu parlais de 3 collections et pourtant il y en a une 4e qui est sur l'apparition. Voilà, donc une collection qui est un peu à part, c'est la raison pour laquelle elle s'appelle Les Échappés. Et si on regarde le visuel, on voit qu'on a un format un peu différent et puis une texture de papier différente. Alors cette collection, elle s'est un peu apposée à nous quand on a réceptionné en fait deux manuscrits qui sont avérés être des manuscrits de poésie. Au départ, on n'était pas du tout parti pour publier des textes poétiques. Et il s'avère que ces 2 textes, donc Faire de Véronique Gentil et Bruguière et mes domaines de Lionel-Édouard Martin, c'était 2 textes qui mettaient en écho à la fois l'écriture poétique et l'écriture, on va dire, picturale, puisqu'on a des jeux de réflexion sur à la fois l'écriture et la peinture.
Donc, comme c'était deux textes qui nous plaisaient beaucoup, et je vais parler sur le texte de Lionel évidemment, mais le texte de Véronique a été un vrai percute. En tout cas, quand on l'a lu, on s'est dit non, mais il va falloir qu'on fasse quelque chose avec ce texte-là. Il s'avère que Lionel-Édouard Martin connaissait très bien l'œuvre de Véronique Gentil et nous a fait une postface à cet ouvrage, et on les a sortis en même temps. Alors, juste pour terminer et compléter ce que disait Hugues, et pour revenir à ta question de départ, comment cette maison elle a émergé? Bon, il y a eu ces soirées, ces échanges, et la maison, elle existe depuis 2007. Or, quand on regarde Siamoise, c'est paru en 2009. Ça a paru en 2009. Et on a eu pendant 2 ans, effectivement, on a eu des manuscrits, on a lu des choses, on a eu envie de publier très vite des textes, et puis on s'est dit, mais est-ce qu'on n'est pas simplement là en train de... Est-ce qu'on ne veut pas simplement se faire plaisir? On s'est dit, si, on va attendre, on va laisser mijoter tout ça, on va essayer de réfléchir plus posément à la ligne éditoriale, et puis on va surtout aussi prendre le temps de parler de ce que nous on aime au niveau des lectures que l'on a fait. Et on a créé un blog littéraire, un blog de chroniques qui existe encore aujourd'hui, et qui s'appelle le Vampire Réactif. Et pendant 2 ans, on a, Hugues et moi, publié plus ou moins régulièrement des textes qui recensaient des lectures que l'on avait fait. D'ouvrages et lectures. Voilà. Ça a été aussi un blog qui a accueilli des chroniques de spectacles aussi. Enfin, et au fil du temps, au fur et à mesure, on a été repéré par la blogosphère. Il y a des liens qui se sont tissés avec des blogueurs, etc. Et quand on a fait le choix de sortir Siamoise en 2009, on nous a fait confiance. C'est-à-dire que très vite, la publication du premier ouvrage a été relayée par les amis blogueurs, etc. Et l'ouvrage de Patrick, quand il est sorti en avril 2009, très vite il a été épuisé, on a été obligé de le réimprimer. Et voilà, c'est parti comme ça. Alors on a eu très peur en fait quand on a sorti ce premier texte, parce que de nouveau on s'est posé la question de savoir si on n'était pas encore en train de se faire plaisir, et puis de répondre en tout cas à une envie très forte qu'on avait de publier un ouvrage. Et puis avec le recul, en relisant ce texte, on se dit non, on a quand même sacrément bien fait, parce que c'est extrêmement réfléchi, donc c'est pas une publication, c'est pas on reçoit un texte formidable et hop on se lance, quoi. Il y a une vraie démarche derrière la maison d'édition et derrière les textes que vous sélectionnez. D'autant qu'on essaye quand c'est nécessaire évidemment, et Romain l'a subi, nous essayons d'avoir une double approche avec le texte. Des approches personnelles, chacun de notre côté, qui permettent d'échanger ensuite nos impressions. Et puis dans un deuxième temps, une approche avec l'auteur. Et il y a un travail que l'on fait ensemble, qui est un travail de dialogue, pour à la fois être sûr qu'on a bien compris, et puis peut-être éventuellement humblement amener l'auteur à réfléchir sur quelques points qui peuvent éventuellement poser question à la lecture par rapport à ces textes-là. Donc c'est vrai que les livres, on reçoit un tapuscrit, il ne part pas immédiatement. Il y a un travail effectivement de maturation, tu as raison de le dire. Alors c'est d'un coup de cœur, certainement, au départ, et puis il y a ce travail de maturation pour parfaire quelque chose, sans bien évidemment, en aucun cas, que l'éditeur se prenne pour l'auteur. Je vais rebondir sur ta remarque, parce que c'est un souci un peu c'est un souci qui est constant en fait dans les 9 ouvrages que vous avez publiés à l'heure actuelle, et qui se transcrit d'une autre manière dans les textes patrimoniaux, puisque vous ne vous contentez pas de repêcher un texte sur Gallica, de le passer à la reconnaissance de caractère et à le publier sous votre couverture. Il y a un vrai travail éditorial qui est fait derrière, qui est un travail de mise en perspective du texte, de remise dans le contexte et d'explication de ce texte. On va peut-être commencer par parler de Petrus Borel, comme ça on aura un exemple un peu plus parlant. Qui était Petrus Borel? Vas-y, attaque. Alors, Petrus Borel, première moitié du 19e siècle, 1809-1859. On va aller vite. Grande période de production et de fièvre littéraire, notamment, vous vous souvenez, la bataille d'Hernani. La fameuse bataille d'Hernani du théâtre classique et théâtre moderne. Eh bien, il se trouve que Petrus Borel fait partie de ces jeunes romantiques, artistes romantiques,
peintres, sculpteurs, écrivains, poètes, qui se réunissent, se regroupent et enfièvrent le théâtre pour cette fameuse bataille d'Hernani. Et Petrus Borel, on ne le sait pas, c'est l'animateur de cette bataille d'Hernani. C'est lui qui est l'animateur du Petit Cénacle, ce Petit Cénacle qui regroupe, je tourne le dos, c'est pas très cool, qui regroupe les jeunes artistes qui s'emparent de cette bataille, qui s'emparent de ce texte et qui vont faire ce fameux chahut, ou lutter plutôt contre le chahut, pour imposer ce théâtre moderne et rompre avec le théâtre classique. Petrus Borel est un auteur assez étonnant, dans le sens où il a publié 3 ouvrages dans sa vie. 3 ouvrages qui sont vraiment des ovnis littéraires. En 1832, il publie un ouvrage de poèmes, Rhapsodie, donc rhapsode grec, ouvrage qui contient 2 types de poèmes, des poèmes romantiques, très clairement dans l'air du temps, à l'Alfred de Musset, on va dire, hein, c'est contemporain. Et puis l'autre moitié des poèmes, quand vous les lisez, quand vous les prenez en main, ce sont des poèmes qui sont extrêmement puissants, extrêmement forts par rapport à la dénonciation de la condition, de la misère, etc. Et qui ont dans la facture, dans l'écriture, une extraordinaire ressemblance avec l'écriture et les textes d'Apollinaire. Vous vous dites, mais j'ai pas lu ça chez Apollinaire. Donc, 60 ans, pratiquement 50-60 ans avant, il a cette qualité d'écriture, cette bonne hérédité. En 1833, il publie les Contes immoraux, Champavert, Contes immoraux. Leurs contes, c'est une nouvelle, hein, c'est la même chose pour l'époque. Donc, on est dans la veine des contes qui sortent à cette époque-là, des contes qui sont parfaitement écrits, parfaitement maîtrisés, avec un scénario tout à fait impeccable. Sauf que les contes de Petrus Borel, ce ne sont pas seulement des récits. Ce sont des contes qui, là aussi, ont des choses à dire, des choses à dénoncer. Vous avez, par exemple, la première nouvelle qui est très clairement une dénonciation d'antisémitisme. Vous avez 2 nouvelles qui se positionnent comme étant une dénonciation des conditions qui sont faites aux femmes, que ce soit la femme bourgeoise ou que ce soit la femme du peuple. Vous avez une nouvelle qui dénonce l'esclavagisme, etc., etc. Très en avance par rapport à son temps. Et puis enfin, en 1839, Petrus Borel sort un très gros ouvrage, une œuvre, Madame Putifard, qui se présente comme un roman noir. Donc la veine des romans noirs. Et effectivement, nous sommes dans un scénario roman noir de jeunes amoureux qui sont victimes de l'arbitraire, de l'injustice, qui vont se retrouver enfermés dans des cachots, chacun de leur côté, et qui vont vivre les affres et les douleurs de cette expérience. Mais contrairement aux principaux romans noirs, Borel est dans le drame. C'est-à-dire que ça va se terminer très mal. Et puis c'est un roman hybride parce que c'est non seulement le seul roman noir français, mais en plus c'est un roman historique. Nous sommes donc dans la veine des romans historiques, vous savez, qui ont été lancés par Walter Scott, cette mode avec Ivanhoe, entre autres, puisque c'est un roman qui se passe, qui commence sous Louis XV et Madame de Pompadour, Madame Putifard c'est Madame de Pompadour, et qui se termine avec la prise de la Bastille à la Révolution française. Et puis on peut dire que c'est un roman historique, naturaliste, dans le sens où, d'une part, ce roman est truffé de personnages ayant réellement existé, et Petrus Borel a fait des recherches dans les archives très importantes et place à bon escient des personnages qui ont réellement existé et qui vont donc se trouver être pris dans ce récit et acteurs de ce récit. Mais en plus, Petrus Borel, quelques dizaines d'années avant Zola, pour écrire cet ouvrage, s'isole au fin fond de la Champagne humide, au hameau du Bas des Îles, dans une hutte dont le toit est percé. Il a froid, il a faim, il y a des rats, c'est humide. Il écrit d'ailleurs à son éditeur et à son frère de Lycanthropolis, car il s'est surnommé le lycanthrope, pour demander quelques subsides. Et donc quand il va écrire la narration des scènes dans les cachots, dans les souterrains, dans les cellules obscures, on va déjà trouver l'évocation physiologique
du froid, de la faim, de l'humidité, comme on va le trouver chez Zola, qui, vous le savez, par exemple, pour écrire La Bête humaine, est allé quelques mois conduire une machine à vapeur, ou quand il a écrit Germinal, est descendu 4 mois dans les mines d'Anzin pour connaître et vivre la vie des mineurs. Donc vous voyez, Petrus Borel est quelqu'un qui a été a produit donc 3 œuvres littéraires, 3 ovnis, très en avance sur son temps, des textes hybrides, des textes étonnants. Donc évidemment, par rapport à ce que vous avez dit, tout de suite ça nous a intéressés. Et en plus, sa production en dehors de ces 3 œuvres-là, Petrus Borel est quelqu'un qui a écrit énormément de textes, d'essais, de pamphlets, d'articles, dans tous les genres, avec énormément de succès. Et Karine et moi, nous avons choisi de publier 10 textes de lui, des textes complets, qui illustrent la gamme de sa plume, qui montrent les multiples facettes de Petrus Borel, et qui permettent d'aller du très drôle, comique, toujours de l'humour noir bien évidemment, avec par exemple le portrait du croque-mort ou du Linaf, que Petrus Borel produit pour une grosse édition en plusieurs volumes des Français peints par eux-mêmes, jusque à des nouvelles fantastiques, Le Fou du roi de Suède par exemple, au Pressentiment Mediadioche, ou bien des nouvelles beaucoup plus dramatiques et des textes de pamphlets, pour terminer, comme l'Obélix de Luxor, qui est un pamphlet au vitriol contre Louis-Philippe, qui fait revenir d'Égypte des pierres, par exemple l'Obélix de la place de la Concorde, pour célébrer sa grandeur, alors que Petrus Borel dénonce en disant que c'est un scandale, que ça ne rime à rien, que ces pierres n'ont de sens qu'en Égypte, qu'au milieu de cette culture, qu'au milieu de ce peuple qu'il a créé, et que cela, ce ne sont que des pompes à feu, ce ne sont que des vulgaires pierres, et qu'il ferait mieux de faire travailler des artistes, des sculpteurs de français, enfin nationaux, actuels, contemporains, plutôt que d'aller piller. Vous voyez la contemporanéité de ce pamphlet, puisque vous savez qu'aujourd'hui, la Grèce et l'Égypte réclament au Grand Musée de Berlin, de Londres et au Louvre un certain nombre d'œuvres en disant bah, écoutez, ça nous appartient, ça appartient à notre patrimoine. Donc voilà ce qui nous a particulièrement intéressé sur Petrus Borel. On a déjà dans ce premier recueil, avec ce premier auteur, une chose que j'ai trouvée à la lecture des différents ouvrages des Rituels pourpres, ce sont des auteurs dont l'histoire a lissé l'image, en a fait des gens polis d'un autre temps, et en fait sous la carapace, sous la gravure historique, sous l'image en noir et blanc, il y a des hommes avec des sentiments très forts. Petrus Borel, donc, comme tu l'as dit, avec tout ce qu'il a infusé dans ses écrits. C'est aussi le cas de Félicien Champsor, l'orgie latine. Quand on l'évoque pour la première fois, on a l'impression d'une peinture un peu pompière, et en fait derrière tout ça, il y a un propos qui est extrêmement fort et virulent. Et dans un genre différent, Jean Richepin, dont vous avez publié Truandaille, c'est pareil, Richepin académicien, personnage assez propre sur lui, et lui aussi, comme vous, fasciné par les monstres, attentif à restituer une ambiance de gouaille parisienne, une ambiance du petit peuple, des marges de la société. C'est quelque chose de conscient, ou c'est un goût qui s'exprime de manière un peu visible ? C'est conscient et inconscient. C'est conscient dans le sens où, comme nous souhaitons révéler des textes, comme je vous l'ai dit, qui ont vraiment des choses à dire, il faut que ce soit des textes qui parlent, qui ne soient pas trop datés, qui aient une certaine contemporanéité, bon, c'est contemporain, on va dire ça. Et donc ça répond bien à cela. Alors ces figures de monstres, souvent, on ne cherche pas spécialement des figures de monstres, ce qu'on vous a dit, Vampire Actif, c'est pas celui là-dessus. Mais il se trouve que chez ces auteurs, ces figures monstrueuses, et notamment Richepin, je laisserai Karine en parler, ces figures de monstres sont aussi très clairement des portraits qui permettent de dire énormément de choses, de faire passer énormément de messages, avec une qualité d'écriture, une qualité de texte, une qualité de récit, une qualité d'histoire qui est remarquable. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Comme tu disais, c'est pas quelque chose de poli,
c'est quelque chose qui a des aspérités extraordinairement intéressantes. Et la monstruosité, on va la retrouver dans l'écriture, dans le sens où Tout à fait. on a, que ce soit chez Borel, chez Champsor ou Richepin, une espèce de, on va dire, comment exprimer ça, on va retrouver à chaque fois la volonté chez ces écrivains d'hybrider soit les genres, d'hybrider les tonalités, d'hybrider les registres. Et on parlait de Richepin, tu parlais de cette langue effectivement très riche. Ce qui est assez impressionnant chez Richepin, c'est cette capacité qu'il a de passer d'une langue extrêmement riche, extrêmement belle, à une langue qui est belle aussi, qui est l'argot. Et tout ça dans une espèce de fluidité absolument incroyable. On va avoir l'exemple tout à l'heure avec si on fait cette lecture. Oui, on vous le réserve pour la fin parce que c'est une bonne note finale. Voilà, c'est absolument impressionnant. Et c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est qu'on soit dans cette collection ou dans les autres, c'est cette capacité qu'ont ces auteurs dont on s'empare de montrer que les frontières sont poreuses en fait entre les gens, entre les manières d'écrire. On va vous donner un exemple avec une petite lecture, et pour la lecture, j'ai choisi un monstre très humain finalement, tiré de l'orgie latine de Félicien Champsor, puisqu'il s'agit de l'impératrice Messaline. Hugues va nous en parler un peu plus longuement après l'extrait. On va déjà la découvrir en action. Quelques mots quand même sur l'orgie latine auparavant. L'orgie latine, c'est l'histoire de Cépéos, qui est un Égyptien, un Rome, qui tombe amoureux d'une danseuse. Cette danseuse attire l'attention de l'impératrice et de son amant. Et ils en viennent à monter une intrigue pour que Cépéos tue sa maîtresse, ce qu'il fait. Et de ce moment, Messaline n'a qu'une envie, c'est de séduire Cépéos et de le prendre dans ses filets. Et Cépéos, lui résiste le plus possible. Donc il se refait une vie après la mort de sa maîtresse, et il devient gladiateur. Il est pris, un vieux gladiateur le prend sous son aile, qui lui est amoureux de Messaline, un amoureux fou de Messaline. Et comme il est amoureux et qu'il se donne complètement à elle, elle bien entendu le repousse totalement. Et donc, au moment où nous allons lire, Messaline et son cortège font un tour dans le quartier de Subur, et endroit malfamé de Rome, où à l'époque les gladiateurs avaient leur quartier. La basse plèbe aimait l'impératrice pour la splendeur de son corps et les aubaines qu'elle valait aux pauvres. Chacun pouvait espérer être un soir l'empereur, jouir comme César Auguste, se pâmer aux mêmes étreintes et aux jolies pauvresses, même pour ses caprices qui la faisaient se plaire à jeter l'or au plus minable à la moindre occasion de plaisir. Aussi bientôt les protestations et les clameurs indignées s'étaient tues. Messaline avait fait éteindre les torches. Pourtant la rumeur de sa troupe de familiers faisait sortir des auberges, des termes et des garnis louches, un monde bizarre, d'efféminés et de filles qu'un peloton de gladiateurs refoulait. Presque seul, ayant commandé au cortège, porteurs, soldats, amis de fête, d'aller l'attendre aux étuves de Subur, situées tout près des remparts de Rome, Messaline parut, splendide et radieusement belle, dans le cadre de la porte de la Popina de Guéranus. Aucun des gladiateurs ne fit même un geste de déférence envers elle. Seul, Guéranus et sa femme Lénia, Filiolia, dont la silhouette fine et de blanc vêtu s'estompait dans l'ombre du fond, immatérielle et pareille à une vision céleste qui aurait plané de toute sa pureté par-dessus l'ignominie du lieu, s'inclinait. « Ave diva » dirent les aubergistes inclinés. « Ave imperia » murmura la Vierge qui ne voulait pas reconnaître la divinité de Messaline, femme du César infâme. Vers Cépéos et Manécus, assis l'un en face de l'autre, l'impératrice marcha souriante. Aux tables prirent place les familiers et les augustanes, tandis que dans la nuit claire et nacrée de la rue, on voyait encore, par la porte ouverte, les ombres rêches d'un manipule de 6 prétoriens restés là, quand même sous les ordres d'un centurion, bardé d'or et comparable à des statues. « Bonjour, Cépéos, je suis venu boire à tes prochaines victoires. »« Ne raille point, majesté. La mort, une majesté aussi, est là, qui veille, et rôde autour de nous. C'est elle qui fait teinter en se heurtant nos glaives et qui, dans la nuit du monde, attise les incendies. »« Oui, mais l'amour aussi est là, qui nargue la mort. Dis-moi, ne suis-je pas
À ton gré, gladiateur, la beauté, l'amour, la joie, la vie ?» Sans répondre, Cépéos recula dans un angle l'escabeau où il était assis pour éviter le contact de l'omnipotente qui avait pris place à son côté. « Du vin, je veux boire dans ta coupe, Cépéos. » À cause des bagues merveilleusement ciselées où des gemmes orientales brillaient, à cause des pendants d'oreilles d'aigues marines enchâssés entre des brillants et du diadème de perles qui parait ses mains, ses oreilles et son front, des consommateurs tassés autour des pots d'étain, des cruches à moitié vides chuchotaient. Des yeux étincelaient, envieux du bonheur de Cépéos. Ne savait-on pas, à Subur et dans tous les lieux infâmes de Rome ou de Campanie, que l'Augusta, en récompense des voluptés mâles, permettait à l'amant d'une heure ou d'une nuit de piller un peu ses bijoux, heureuse de violence, qui la laissait pantelante de désir encore et d'ardente lassitude. Vers Manécus, qui contenait mal sa passion dédaignée, Messaline pencha sa tête délicate, et montrant Cépéos, dont elle flatta le cou et le visage de sa main perverse aux ongles polis, pareil à des cornalines, « Il est très beau ton ami, et il me plaît. Il est surtout magnifique dans l'arène, mais j'aime aussi voir les lions au repos. » Câlinement, elle passa un bras autour du cou de Cépéos, puis hardi, furieux de ce qu'il n'obéissait pas à cette caresse et ne fléchissait pas le cou pour laisser butiner ses lèvres, Messaline gourmande se leva, se glissa jusque sur les genoux du gladiateur et violemment ses lèvres agrippèrent ses lèvres. Il se détourna d'un geste brusque. Sans se fâcher, Messaline glissa sa main droite dans l'entrebâillement du juste au corps de cuir que Cépéos avait délassé à cause de la torpide chaleur, et de l'autre, elle prit la coupe de terre cuite, peu profonde et circulaire, avec 2 petites anses sur un pied bas, décorée d'un vernis noir et luisant calice où du vin stagnait, la but jusqu'au fond, puis fit choir sur la table les dernières gouttes en fixant Cépéos. « Aéros, gladiateur, j'offre cette libation, et c'est toi mon amour de cette nuit. »« Non, dit Cépéos à voix haute, jamais !» Sa main s'était crispée sur la poignée de son glaive. Toute sa haine dans ce seul mot était montée à ses lèvres. Il sentait l'envahir une indomptable envie de tuer cette gueuse, enfin, puisqu'il la tenait là, tout contre son corps, qu'elle pénétrait de la chaleur de sa peau parfumée. Messaline la meurtrière, Messaline la voluptueuse, qui semait la douleur et arrosait de sang les orchidées de ses stupres immondes. Pourquoi ne la tuerait-il pas tout de suite, à ce moment, qui serait unique peut-être dans sa vie, où elle se livrait, où superbe et impudique, elle avait pénétré dans l'antre pour affoler de son sexe les lions? L'impératrice soudain avisa au fond de la Popinac, craintive des gestes des augustans et des patriciennes qui buvaient le vin aux coupes vulgaires, et le désir aux lèvres des hommes frustres, la silhouette frêle et blanche de Filiola. « Viens, dit-elle, approche-toi, petit ébois. » Filiola n'osa point refuser d'effleurer des lèvres la coupe offerte. « Comme tu regardes Cépéos, mignonne, tu l'aimes ?»« Elle en aime un autre, dit l'Égyptien, qui est plus haut, plus grand que nous. »« Elle est vierge ?» Une infernale pensée fit luire soudain les prunelles verts et or de l'omnipotente. « Peut-être, railla Manécus, avec un gros rire, qui donc peut être sûr qu'une fille est restée close comme une fleur dont le soleil n'a jamais vu le pistil ?» L'impératrice se serra contre Cépéos, ses mains ardentes au long des cuisses cherchaient effrontément, le mâle dans l'homme, un signe de désir. Mais le gladiateur se levait à demi, l'air écœuré pour éviter ce contact. Manécus, qui les suivait des yeux, arrêta le geste de Cépéos, tirant son épée, lui empoignait le bras. « Moi d'abord, c'est convenu. »« Que dis-tu, Manécus Victor ?» interroge Messaline. « Qui dois-tu donc avoir le premier avant même ce beau garçon ? Toi, impératrice. Toi, salope !» Elle éclata de rire, puis après un baiser volé à Cépéos, « Moi ? Mais ton tour n'est pas prêt de venir ?» Et pourtant, dit Manécus, nous t'aurons tous les deux. Mais lui d'une façon à laquelle tu ne t'attends pas. Il a donc, fit Messaline, une façon particulière. Oui, dont tu ne te doutes pas, une étreinte suprême, où tu râleras. Cépéos reprit. Une autre souveraine plus puissante que toi a passé tout à l'heure invisible près de nous. Celle-là nous possédera tous, hommes et femmes. Elle est la maîtresse, définitive des uns et des autres. Elle est déesse par toute la terre. Elle tient le monde et tous lui sont soumis. Même toi. Même toi. Carmilès, fils d'un personnage consulaire, crut saisir une occasion de faire sa cour. C'est la omnipotente de la philosophie de gladiateur, mais qu'il prenne garde au filet. Celui de tes charmes, jolie rétière, a capturé des poissons plus gros. Retournée vers Cépéos, l'impératrice, lui prenant les 2 mains, lui dit, les yeux dans les yeux, ses lèvres essayant d'approcher sa bouche. « Tu divagues, mon cher. Viens, je veux, déesse, faire de toi un dieu, et je me moque de celle dont tu parles. Viens avec moi, pour cette étreinte suprême où l'on râle, comme a dit Manécus. J'ai envie de toi à en mourir. » Pas encore, gronda Cépéos, qui fixait le gladiateur, son maître et ami.
Alors Luxuria, énervé en cette attente imposée par un soldat infime et têtu, appela d'un geste le centurion, qui debout dans le cadre de la porte béante balançait nonchalamment le cep de vigne dont il se servait pour corriger les soldats, un signe de son grade devant les prétoriens cuirassés d'or. Elle ordonna « Qu'on l'emporte, les bêtes !» L'officier fit un signe, mais quand les soldats entrèrent, Messaline Courroucée les renvoya d'un geste. Elle avait involontairement parcouru d'un regard la stature magnifique de Cépéos. Elle regrettait déjà sa mort que dans une colère d'orgueil elle avait à peine commandé avant de l'avoir voulu. En le condamnant, elle tuerait son baiser sans tuer son désir exaspéré. Les prétoriens sortirent. « Je ne te dis pas adieu, Cépéos, ni à toi, Filiolia, ni à vous, mes braves. » Parlant ainsi, elle fit de la main un signe à chacun et à tous. Des clameurs éclataient dehors. « Fête! C'est fête à Subur! Vénus est parmi nous descendue !» Les porteurs noirs soulevèrent la lectica, où, tâchant de ne plus penser à son envie de cet homme rebelle à son caprice, Luxuria s'était étendue en une morbidesse énervée, agacée, titillante. Elle partit avec une suite d'amis intimes, des patriciennes, nues ou pirement drapées d'étoffes transparentes. Attirées par l'odeur de sa chair impériale, le relent de sa volupté, des bandes d'hommes la suivaient comme des chiens une chienne en chaleur. Toute la plèbe de Rome, depuis les pentes de l'Aventin et du Célius, depuis la Transtévère jusqu'à Subur, s'affolait sur son passage. Des négresses, dont les épaulières ciselées ardaient dans la nuit, ceinturées d'orfèvrerie gémaient, agitaient au-dessus de l'Imperia des flabellis de plumes d'autruche immaculées et de flamants roses, entourant des globes lumineux qui répandaient encore sur la lectica de pourpre des clartés rouges. Très bien. Là, Oui, hein, complètement. c'est vraiment la mise en avant de la femme perverse comme monstre provocateur, tentateur. Alors ce texte date de 1903. C'est pareil, on a souvent des préjugés sur l'époque et on se dit avant 1968 il n'y a pas vraiment de sexualité visible dans les livres. Et bien l'orgie latine est la preuve que si. Ah oui, l'orgie latine s'inscrit dans la veine des romans historiques. Mais plutôt dans la 4e génération. Quand on étudie les romans historiques, on se rend compte qu'il y a 4 générations de romans historiques, la 4e génération étant celle qui est publiée au début du XXe siècle, fin du XIXe siècle et début du XXe siècle, et qui sont des romans historiques qui sont des prétextes, et notamment des romans licencieux. On va penser à Aphrodite de Carus, Aphrodite de Carus qui est paru en 1902, sous de ma part. Et donc Félicien Champsor est bien dans cette veine-là. Alors, comme tu dis, c'est un roman qui est particulier, là aussi dans son écriture, particulier dans son prétexte. C'est un roman prétexte. Félicien Champsor se fait extrêmement plaisir en écrivant cet ouvrage. On le sent, on le ressent à la lecture, aux emphases, ça vient tout de suite. Ça vient tout de suite, voilà, ça vient tout de suite. C'est un roman qui est construit comme les romans historiques traditionnels, avec des livres qui correspondent à des phases, à des passes. Par contre, ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que c'est un prétexte à la luxure, à présenter la luxure, car dans son introduction, qui est assez remarquable, Félicien Champsor, très clairement, écrit un pamphlet contre l'hypocrisie de son époque. Il faut se rappeler qu'à l'époque, c'est l'époque où on caviarde les ouvrages qui paraissent de manière très très importante. L'enfer de la Bibliothèque nationale possède beaucoup de ces ouvrages parus à cette époque qui sont caviardés. Et bien évidemment, les ouvrages caviardés sont édités ailleurs qu'en France et distribués sous le manteau. Et Félicien Champsor, très clairement, dénonce dans son introduction cette hypocrisie qui consiste à interdire aux écrivains à parler de la vie, de l'amour, du sexe, alors que, parallèlement, les bourgeois envahissent les galeries de peintres, les galeries de sculptures, et se rincent l'œil, entre guillemets, devant des nus, etc. Pensons à l'origine du monde. De ce qu'il a de cette époque. Et également, pensons aux cartes postales, les premières cartes postales de nus qui fleurissent et qui s'éteignent. Donc c'est un prétexte pour Félicien Champsor, très clairement, de réclamer la liberté de la plume.
le 5e et le 6e livre de cet ouvrage sont assez étonnants. Car si les 4 premiers livres sont vraiment effectivement des traités sous la forme d'un roman, exubérant, fou, etc. On est dans le pur péplum sur les 4 premiers. Et dans le pur péplum, sur le premier, c'est effectivement les codes, accentués encore, hein, on est vraiment sur... Les 2 derniers livres sont assez particuliers, et là on a vraiment l'hybridation du texte, puisque le 5e est une présentation sous forme d'ode latine, de poésie, d'épisodes de la vie de Messaline, et des petits clins d'œil à des éléments du texte des 4 premiers livres. Et puis le dernier livre est très clairement sous la forme d'un acte de théâtre en 10 scènes, qui finalement amène la mort de Messaline, avec l'enfant Néron qui passe la tête à travers le rideau et qui voit Claude, l'empereur Claude, donc mari de Messaline, qui a, malgré lui, entre guillemets, ordonné le suicide volontaire de l'impératrice, lutiner Agrippine, sa mère Agrippine. C'est tout à fait intéressant parce que c'est un ouvrage qui se passe sur un an, c'est vraiment l'année 48, l'année 48 après Jésus-Christ, qui est effectivement cette année qui va voir la bascule de l'Empire romain, avec cette année où l'empereur Claude va effectivement ordonner la disparition d'Agrippine, va prendre pour épouse la disparition de Messaline, va prendre pour épouse Agrippine et va très clairement mettre dans la bonne voie, entre guillemets, l'empereur Néron. Alors, on trouvera des gladiateurs, on trouvera des chrétiens dévorés par les lions, on trouvera un jeu d'écriture également intéressant, puisque nous sommes dans la veine des romans décadents, où nous avons des textes en noir et des textes en rouge. Vous savez que beaucoup de romans décadents utilisent la bichromie, les 2 couleurs. Alors, on s'est longtemps interrogé pourquoi la bichromie. Il y a plusieurs raisons, et notamment la bichromie, c'est le texte rouge vient effectivement souligner les textes qui sont des textes de sang, qui sont des textes de mort, qui sont des textes voire d'amour ou d'érotisme. Et Félicien Champsor joue avec ça. C'est-à-dire que comme il sait très bien que son livre va faire scandale, et il le fait pour que ça fasse scandale, il va prendre par exemple la posture que, bien évidemment, dès qu'il parle de Messaline, ça va être en rouge. Les 3 premiers mots, les 2 premiers mots de chaque chapitre sont en rouge. Parce qu'en fait, c'est tout le chapitre qui est scandaleux. Et puis il va jusqu'à, et c'est très intéressant ce travail qu'il a fait, ce travail sur la religion. Parce que il a énormément travaillé, il a fait beaucoup de recherches pour faire cet ouvrage, et il y a une approche des religions de Rome qui sont assez intéressantes, et notamment une provocation de la part de Champsor, qui donc, dans l'introduction dénonce, je vous l'ai dit, l'hypocrisie de son époque, et notamment l'hypocrisie de l'Église, et dans son texte, le plus gros texte qui est en rouge, est en fait le sermon de l'apôtre de Chrestos dans les catacombes, qui a un texte absolument admirable, qui reprend en fait les valeurs de l'Évangile, en opposition avec l'Église de son époque. Et donc, le fait de mettre en rouge ce texte, c'est dire, ce texte-là est scandaleux. Voilà. Donc il y a tout un jeu, il faut le lire comme ça. C'est un livre qui vraiment, c'est un livre à tiroir qui se lit comme ça. Et il y a énormément de messages qui passent dans ce texte-là. C'est d'autant plus étrange qu'effectivement, donc l'introduction est extrêmement violente envers le christianisme, que Champsor accuse d'avoir fait une civilisation de gens sales. Tout à fait. Il parle des femmes chrétiennes avec des mots assez cloaque, infâme cloaque, et le roman finit par une épiphanie chrétienne. Une épiphanie chrétienne, tout à fait, mais c'est l'épiphanie chrétienne des textes d'origine. Hein. On est avant l'Église. Il faut se rappeler, vous savez tous, hein, que l'Église telle qu'elle est aujourd'hui, elle s'est constituée à partir du IIIe siècle jusqu'au XIIe siècle. Tous les codes, les normes, etc., les interdits. Si vous lisez les évangiles, vous n'avez aucun de ces interdits. Et donc c'est tout à fait caractéristique de cette volonté de Champsor que de dire des choses puissantes et fortes.
te remercie Hugues, il va être l'heure malheureusement. Je suis vraiment désolé, je dois reprendre un train pour demain être à 9 h dans le Vercors. Alors je pensais beaucoup à vous. Parce Et que puis j'y vais avec Romain, puisque son ouvrage se passe au mieux. quelle belle transition. Belle transition. Merci beaucoup. Merci à tous. Bon, on va continuer encore un peu quand même, parce qu'il y a plein de livres desquels on n'a pas parlé. Jean Richepin, pour finir sur les rituels pourpres, quelques mots, Karine. Alors, quelques mots. Jean Richepin, il est né en 1849, mort en 1926. Et c'est quelqu'un qui a un parcours absolument atypique, incroyable, qui a fait une quantité de métiers aussi échevelés les uns que les autres, alors qu'il aurait pu tout à fait rester on va dire, dans le rang dès lors qu'il a été diplômé. Il aurait pu être enseignant dans de grandes écoles, et non, lui, il a fait le choix de, par exemple, jouer les Monsieur Muscle dans les fêtes foraines. Il a été joueur de grosses caisses, il a été tirailleur, il a été plein d'autres choses. C'est quelqu'un qui, depuis toujours, a été fasciné, tu le disais tout à l'heure, par l'image du monstre et par l'image du forain, du gitan, à tel point qu'il s'est carrément inventé une biographie. Il s'est persuadé pendant très longtemps que ses ancêtres étaient... qu'il était issu d'une famille de gitans qui s'était posée un jour en Picardie. Et donc on a quelqu'un qui a mis un point d'honneur pendant une grande partie de sa carrière à mettre de grands coups de pied dans la norme. Jean Richepin, on le connaît surtout, quand on parle de lui, quand on évoque la chanson des gueux, que peut-être certains d'entre vous connaissent, on connaît ce recueil parce que Brassens a mis en musique, a rechanté des textes de ce recueil. C'est un recueil qui lui a valu de la prison. On lui a supprimé ses droits civiques, il a eu une amende, enfin. Et ce recueil qui s'appelle La chanson des gueux a été republié bien après sa première édition, mais supprimé de 6 textes. Parce qu'on considérait que c'était... la censure de l'époque considérait que c'était absolument intenable de laisser au lecteur ces portraits de gueux qui étaient amoureux et qui l'exprimaient d'une manière un peu fleurie. On va dire les choses de cette manière. Et donc Richepin, pour terminer sur sa biographie, tu l'as dit tout à l'heure, il a terminé académicien, on pourrait dire même vieux con, excusez-moi, mais c'est un peu de cette façon qu'il est perçu à la fin de sa carrière, alors que pendant une grande partie de sa vie, il a été foncièrement rentre-dedans. Et donc, pour revenir à cette histoire, cet amour des forains, on va le retrouver des forains, des gitans, des gueux, on va le retrouver dans Truandaille, mais dans d'autres textes qu'il a écrits, et en particulier dans un texte qu'on reproduit au tout début de l'ouvrage, avant Truandaille, où, alors qu'on est en 1924, il est déjà bien rentré dans le rang, il va produire dans une publication de l'époque un texte qui rappelle cet amour absolument fascinant de ces gens-là. Alors dans Truandaille, on a une espèce de pendant à la chanson des gueux, puisqu'on est, alors cette fois-ci non plus dans du recueil de poésie, mais dans des textes en prose. On a 20 portraits, de gueux de tout poil, de gens de corde, comme on les appelle, qui nous présentent. Et ce qui est singulier dans ces portraits-là, c'est finalement que la monstruosité, elle n'est peut-être pas là où on pense qu'elle est. C'est-à-dire qu'on a effectivement on a des culs de jatte, on a un prêtre boucophile à un moment donné, on a, que dire d'autre, des bossus, un lot de prostituées, de romanichels, des forains. Oui, on a, dans la toute première nouvelle, on nous explique les origines de la figure du maquereau, c'est très drôle, avec un texte qui s'appelle La casquette, et en même temps, il y a derrière ces portraits, à la fois
de la cruauté, mais aussi énormément de tendresse pour ces individus dont il parle. Alors, je disais il y a quelques instants que Richepin était quelqu'un qui avait un amour absolument passionné des gitans, des forains, à tel point qu'au cours de son parcours de vie, il est allé jusqu'à intégrer une troupe de gitans pendant 15 jours, qui fait le tour de la forêt de Fontainebleau. Il était tellement imprégné de cette vie, tellement passionné par ce qui s'y déroulait, que le chef de troupe lui avait proposé d'épouser sa fille. Et Richepin dit oui, mais mon amour des forains n'allait quand même pas jusque-là. Mon amour des gitans n'allait quand même pas jusque-là. Et on retrouve cette anecdote, cet épisode, dans un des textes justement de Truandaille qui s'inspire directement de cet épisode-là. Voilà. On va présenter un des sociétaires de Truandaille. Oui, on va la faire tout de suite. Voilà, donc on vous a choisi, donc il y avait vraiment le choix. On a hésité avec le portrait d'un lait vraiment laid aussi. Oh oui. Et finalement, on a décidé de vous présenter un monstre. Un monstre et sa triste, et son triste destin, pas forcément comme on l'attend encore une fois. Ça commence là. C'est moi qui fais le tour. Bon. C'est un forain qui parle. Entrez, mesdames et messieurs, entrez, suivez la foule. Et cependant, il valait la peine d'être vu, le Quasimodo qu'annonçait l'enseigne calamiteuse. C'était un brave monstre qui faisait de son mieux pour être agréable au public et qui nous en donnait à nous quatre plus que pour notre argent, bien sûr, et tout autant, ma foi, que si chacun de nous avait été le propre maréchal de France peint sur la calamiteuse enseigne. Avec ses 2 moignons sans avant-bras, dont le coude était remplacé par un unique doigt sans phalange, il se versait à boire et buvait, se découpait du pain et mangeait, enfilait une aiguille et cousait, chargeait une carabine, et dégotait une pomme placée sur la tête d'un de ses enfants, à l'instar de Guillaume Tell. Avec ses jambes de grenouille, repliées contre son torse, et qui n'avaient de ressort que du genou à la cheville, il bondissait jusqu'au niveau d'une table où il se rétablissait d'un coup de moignon. Pour finir, la larve et lui dansaient un ballet pantomime de La Belle et la Bête, pendant lequel il se mettait tout en nage, tantôt à sauteler sur ses molles guiboles comme un insecte estropié, tantôt à faire l'arbre fourchu en équilibre sur sa tête et ses 2 doigts, tantôt à se redresser par un saut de carpe qui lui plaquait le cul au plancher d'une secousse brutale et écrasante, à croire qu'il allait s'y aplatir tout entier, les reins rompus. La tête rentrée dans la poitrine, la viande et les tripes s'effondrant. Et cela le pauvre monstre, avec son pauvre corps de vieillard, avec une barbe et des cheveux d'apôtre blancs et vénérables. Inutile de dire, n'est-ce pas, qu'au lieu des 4 sous demandés, 4 aux premières, 2 aux secondes, je donnais chaque soir au brave monstre une pièce blanche aussi à la si dolente larve qui marmonnait ensuite si lugubrement, en vous allongeant sous le nez une tasse en fer battu. N'oubliez pas mes petits bénéfices. Tant et si bien qu'un beau jour, il éprouva le besoin de me montrer sa gratitude. L'honnête monstre, et ne se contenta plus du banal merci habituel, mais ajouta d'un air ému. À la bonne heure, vous, monsieur, vous êtes un connaisseur. Je répondis au compliment, cela va de soi, par un autre. Une conversation s'engagea. La sympathie germait. Je ne pouvais moins faire que de l'arroser avec un bon litre. 1 litre en appelait un second. Au 3e, le monstre me confiait ses peines. Non, allez, je n'ai pas de chance. Des guignes et des guignes, voilà ma vie. Et pourtant, bon Dieu, nom de Dieu, j'avais joliment tout ce qu'il faut pour réussir. Ce disant, il montrait ses moignons et ses jambes. Ah, fichtre, oui, tout ce qu'il faut. Des flûtes à la mangue, comme on n'en voit guère, et des ailerons comme on n'en voit pas. Seulement voilà, j'ai été gourmand. Ambitieux, quoi. Je m'ai imaginé qu'avec une femme dans mon genre, nous aurions des gosses. Je te dis que ça, des phénomènes de choix, à gagner des 100 et des 1000. Alors je m'ai mis en ménage avec Naïd. Vous l'avez peut-être connue autrefois, Naïd. La grosse Zénaïde qu'on appelait la Vénustron. Une cul-de-jatte. Mais une cul-de-jatte perfectionnée, sans abattis d'en haut ni d'en bas. Non, j'ai connu seulement Césarine, la Vénus orable. Ah oui, une pochetée. Elle avait des bras. Mais Naïd, du flanc, en fait de bras. 2 petites nageoires aux épaules, pas plus. Et quant au train de derrière, Nisco, un derrière et pas de train, des fesses, un point et c'est tout. Les yeux du monstre se voilèrent d'un souvenir attendri.
Puis il continua, son visage changeant soudain d'expression et est devenu aigre. La garce tout de même, bâtie comme ça. Qui m'aurait dit qu'elle me tromperait? Je pris la mine compatissante que demande une confidence de cocu. Il le comprit et s'écria vivement. Non, non, pas comme vous croyez qu'elle me trompe pas. C'était une vertu, savez, Naïd. Elle m'aimait autant que je l'aimais. Nous ne sommes jamais fait de queue, ni moi, ni elle, je vous en réponds. En quoi elle m'a foutu dedans? C'est rapport aux gosses, vous comprenez? 6 que nous en avons eu, en 6 ans. Et tous les 6, sans une avarie. Tous les 6 entiers, comme tout le monde. Est-ce une guigne, ça, hein? Est-ce une guigne? Non, mais nom de Dieu, c'en est-il une de guigne? Donc comme on l'avait dit au début, c'est un peu, c'est toujours, il sautille d'un langage soutenu à un langage argoteux, parfois dans les propos de ces monstres ou de ces personnages un peu gouailleurs, parfois complètement gratuitement dans le texte parce que l'esprit le demande à ce moment-là. Il y a un vrai souci et une vraie manière de jongler avec la langue. Ouais, avec les registres. Et c'est vrai que ça donne du coup une couleur à ces textes qui est extrêmement à la fois surprenante. C'est ludique, on l'a vu avec l'extrait qu'on a lu, mais et réellement quand on a redécouvert ce recueil-là, c'est vraiment ça qui nous a fait dire voilà, il faut vraiment qu'on ressente de la poussière. Voilà. Le souci de la langue, la qualité du langage et de la construction, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les 9 livres que vous avez publiés, encore une fois. Ça se trouve donc dans les rituels pourpres, comme on l'a montré jusqu'à présent. Et puis maintenant, on va attaquer la collection des éditions. Et pour commencer sur le registre de la langue, il y a un livre qu'il faut aborder tout de suite, c'est La vieille au buisson de rose de Lionel-Édouard Martin, puisque c'est un livre, comme souvent chez Lionel-Édouard Martin, sur la langue, le langage et la manière dont on l'utilise et dont elle se vit et elle se met en scène. Oui, alors ce texte qui nous a été proposé en 2010 nous a, Guy et moi, particulièrement interpellés parce qu'il mettait justement la langue au centre du roman. Et c'est presque un 4e personnage. Puisque dans ce texte, on a 3 personnages, on a une vieille timbrée, j'ai envie d'utiliser le terme de signification, c'est-à-dire timbrée parce qu'elle est folle, et timbrée parce que l'auteur en parle avec des mots qui installent une rythmique dans le texte qui est absolument incroyable, et puis elle va être évidemment récurrente il va être récurrent dans le texte, ce personnage, donc il va le rythmer bien évidemment. On a un chien qui est un second personnage, un chien un peu singulier qui est recueilli un soir de Noël par cette vieille femme et qui est très seule, et ce chien, elle va être persuadée qu'il est capable de chanter la messe en latin. Voilà, donc ça c'est le postulat de départ. Bon, alors on devine bien évidemment que ce chien qui chante la messe en latin, tout se passe dans la tête de cette vieille femme, et comme il chante la messe en latin, elle est persuadée que ce chien appartient forcément à quelqu'un de haut rang. Donc elle va décider d'écrire à tous les notables du coin pour leur expliquer qu'elle a recueilli un chien et elle cherche à le rendre à son propriétaire. Alors parallèlement à ça, on a un vieux monsieur qui s'appelle qui est une espèce de sémiologue retiré dans un château. On pouvait l'apparenter à une espèce de beau bois dormant presque, et il n'a de relation à l'extérieur que ses revues sur la langue justement qu'il reçoit. Et un jour le facteur lui amène une lettre au milieu de ses revues. Il ouvre cette lettre et on devine le courrier de cette vieille femme qu'il a reçu. Et il décide de se dire que ouais, c'est son chien dont on lui parle. Évidemment, on devine bien sûr que ce chien, le chien il n'en a jamais eu, il n'a guère communiqué qu'avec des corbeaux et des freux qui survolent son domaine. Et toute l'ingéniosité en fait de ce texte, c'est de lier ces personnages, de lier ces thématiques avec une espèce de langue qui va
qui va donner chair à la fois au personnage et qui va aussi se positionner comme également un être de chair. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas, c'était tellement flagrant que Hugues est parti, mais il pourrait en témoigner. Quand on a lu ce manuscrit, on s'est surpris tous les deux, sans que moi je lui dise ce qui s'était passé pour moi, à oraliser en fait ce texte. Parce qu'il y a une espèce de pulsion qui nous pousse à sortir en fait ces mots quand on les lit, à les oraliser. Il y a vraiment, dans le travail d'écriture de Lionel Martin, c'est quelque chose qui, moi, me fait penser. On a une espèce de glaise. La langue, c'est une espèce de glaise qui est travaillée, qui est manipulée, et qui du coup ressort de manière assez impressionnante dans l'ouvrage, avec un vrai travail sur la musicalité, sur les rythmes, un vrai travail sur les mots. Alors il fait exprès appel à un vocabulaire qui est un vocabulaire qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser, mais qui n'est à aucun moment absolument... on n'a pas le sentiment que c'est artificiel, quoi. Ça vient au fil du texte. Alors, on est aussi, avec ce texte-là, dans une espèce de jeu avec le lecteur qui, forcément, va rechercher le sens de ces mots, qui va être aussi très content de découvrir un vocabulaire auquel il n'a pas eu l'habitude d'être confronté, mais tout ça sans que ce n'est pas un texte qui est inaccessible à la lecture. Il est exigeant parce que il demande au lecteur de se laisser vampiriser. Voilà. Je ne sais pas si j'étais très claire, mais... Si, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est quand même le cas dans tous les romans, pareil, des éditions, quoi que ce soit Siamoise de Patrick Daopaillé, qui est un texte un peu hybride aussi, et qui est presque, on pourrait presque trouver comme un manifeste de ce que vous faites, puisqu'on retrouve beaucoup d'aspects de ce qu'il y a dans les autres, dans ses successeurs. Et puis dans Fission, auquel on va arriver, avec Romain, puisque c'est aussi, la langue est extrêmement importante, c'est une langue qui est soutenue, qui soutient un projet. Donc Fission, c'est ton 4e roman. Tu as déjà publié trois autres ouvrages chez Quidam, et puis donc celui-ci, qu'est-ce que c'est Fission? Qu'est-ce que c'est Fission? Quel est cet objet radioactif? C'est peut-être le roman le roman parmi les 4 qui est le plus romanesque précisément. Dans la mesure où dans les 3 premiers, il y avait souvent un basculement ou un moment de rupture, y compris soit en 2 parties, soit en plusieurs parties dans Forêt Noire, avec comme ça un déplacement du récit d'une forêt à l'autre, au départ au Japon, puis dans d'autres forêts françaises. Ici, on a effectivement des personnages qu'on suit du début jusqu'à la fin, une véritable histoire, et je pense que en fait, cette dimension ultra romanesque, j'ai essayé de jouer avec. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est imposée pour des raisons particulières sur lesquelles je veux parvenir, mais qui ont fait que cette histoire-là s'est imposée, qu'il a fallu que je la déroule. C'était véritablement une nécessité tout à fait impérieuse. Et je me retrouvais avec une histoire que spontanément, je crois que je n'aurais vraiment jamais traitée. Et qui m'évoquait plutôt quelque chose qui pourrait relever de la comédie sentimentale ou du drame sentimental. Fiction, c'est oui, mais c'est l'histoire d'un mariage qui tourne au fiasco et même à la tragédie. Il y a une dimension tragique assez forte dans ce récit qui monte comme ça en crescendo au fur et à mesure jusqu'à son terme. Et donc du coup effectivement voilà, c'est un couple qui va se marier, et on suit le narrateur se souvient, on le retrouve au début dans un hôpital psychiatrique, et il va éprouver le besoin de raconter, de remonter le cours de sa nuit de noces, et de la dérouler comme ça, et le lecteur donc la suit au fur et à mesure de ses souvenirs.
Et on s'aperçoit qu'effectivement, cette nuit de noces, qui n'en est pas une, ou qui l'est d'une façon tout à fait particulière, est assez épouvantable. Et donc voilà, donc j'ai essayé de jouer en fait avec tous ces codes, parce que cette histoire-là est finalement un mariage qui tourne au fiasco, c'est assez banal, et j'ai essayé du coup d'intégrer toute cette dimension-là, du grotesque, d'une sorte de comique un peu farcesque, grotesque, de l'exagération, de l'excès, dans le récit que je faisais de cette nuit de noces. Alors comique, grotesque, farcesque, oui, on n'est pas dans une comédie hollywoodienne non plus. Pas du tout, pas du tout, c'est plutôt, alors, non, voilà, c'est le récit de quelqu'un qui est interné. Voilà, donc tout à fait. Donc c'est quand même quelque chose d'assez éprouvant, on va dire, et on a dans la construction une alternance de moments, pas de lucidité, mais de moments narratifs où il va raconter l'action, et puis il fait des commentaires sur ce qui se passe et sur la manière dont il l'a ressenti à ce moment-là, ou dont il la ressent au moment où il en parle, enfin au lecteur de juger. Je vais redonner on va faire une petite lecture exemple à nouveau pour vous donner une idée sur ce changement de registre. C'est le jour de la répétition du mariage. C'est la soirée de la répétition du mariage, et depuis quelques heures, la mariée s'est enfermée dans la chambre et ne veut plus en sortir. À table, Phyllis, la mère de la mariée, Lise et Gina, les tantes de la mariée, se montraient d'une insolente volubilité dont je les soupçonnais d'user pour nous faire oublier l'absence de Noéline, la mariée. Et lorsqu'enfin je leur ai fait part de mes inquiétudes, Phyllis a trouvé prétexte de la grossesse de Marie pour vilipender Noéline, cette fille boudeuse qui, alors qu'elle n'était pas encore née, s'était présentée par le bassin, l'obligeant à subir une césarienne dont son ventre portait encore la vilaine marque. Beau cadeau pour une nuit de Noël, une fille têtue qui s'était fait attendre et lui avait causé bien du mal et d'affreuses nausées, alors que Madeleine, la cadette, était sortie avec 2 semaines d'avance comme une fleur, la soulageant avant terme d'un surpoids quand cet été caniculaire de 1976 elle ne supportait plus. Après le dîner, j'ai profité de ce que Phyllis préparait une infusion et se trouvait seule dans la cuisine pour la rejoindre et m'entretenir avec elle. Nous nous sommes assis autour de la table, j'ai pris sur moi et lui ai dit que, dans l'état où se trouvait sa fille, le mariage n'avait à mes yeux aucun sens, qu'il tournerait au supplice pour elle, qu'elle ne tiendrait peut-être même pas debout. Nous n'aurions qu'à remettre les choses. Il était encore temps de prévenir les invités. Il comprendrait certainement. Je lui ai confié ce qui obsédait Noéline dans son sommeil, espérant quelque éclaircissement de sa part, mais en vain. Elle m'a attrapé la main et l'a serrée de ses doigts secs, la recouvrant entièrement de ses paumes. N'y prêtez pas attention. Tout cela va passer, a-t-elle ajouté en me tirant vers elle, comme pour me révéler des confidences et me gagner à sa cause. Autant vous le dire tout de suite, vous n'avez pas choisi la plus facile des trois. Ce doit être l'idée de revoir ses sœurs qui la chagrine. Les réunions familiales n'ont jamais été son fort. Tout cela la perturbe un peu, bien sûr. À quelques heures de son mariage, cela peut se comprendre. Et puis, il ne faut pas sous-estimer la part de tragédie dont Noéline a toujours su jouer pour attirer l'attention. Non, ce n'est pas sérieux. Vous ne vous rendez pas compte. On ne renonce pas à sa femme la veille de son mariage, sans compter ce que votre mère et moi-même avons déjà dépensé. C'est une somme tout de même. Et vous voudriez tout annuler ? Soyez raisonnable. On ne décide pas ces choses-là sur un coup de tête. Elle m'a regardé droit dans les yeux, pendant que sifflait et crachotait la bouilloire. Et le bouc aussi me fixait de son œil torve. Comme ces jambons qu'on fait sécher aux poutres des celliers, la pauvre bête pendait par les sabots et faisandait sous les mouches, tête emballée dans un pochon transparent où les humeurs dégoûtaient d'une langue qui s'était racornie jusqu'à former une gouttière d'un rose vireux. Puis Phyllis s'est levée et m'a versé une tasse de son pisse-mémé. Et de ses mains, elle a repris les miennes pour les plaquer autour du bol. « Que lui avez-vous fait ? Que lui avez-vous fait » ai-je hurlé, taraudé par la brûlure. Alors elle a ôté ses mains des miennes et m'a transpercé du regard. J'étais cloué à ma chaise, les paumes fixées à la table. « Sentez » m'a-t-elle dit en me les reprenant et en les recollant plus fermement contre la porcelaine bouillante. « Sentez comme l'on s'y habitue avec le temps. Vous ne souffrez déjà presque plus, n'est-ce pas ? Eh bien vous vous habituerez à Noéline. Vous vous ferez à notre famille comme vous supportez cette brûlure à présent, sans même y penser. » Je suis resté comme ça de longues minutes, le regard embouché au sien avant que je ne parvienne à me ressaisir, me levant sonné de cet échange. Alors j'ai fui la cuisine, sans pouvoir rejoindre les autres sur la terrasse.
J'ai gravi l'escalier, serrant d'une main tremblante la rampe cuisante et me suis retourné, sentant poser sur moi le regard de Phyllis. Elle était entourée de Lisa et de Gina, et toutes trois me suivaient de leur sourire bréchu. La tête me tournait, leur visage tordu y tournillaient, me lacéraient de leur gueule tranchée d'axolotl. J'ai traversé le couloir en me tenant au mur et me suis enfermé dans la chambre, m'allongeant contre Noéline qui dormait à poing fermé. Entre deux respirations et sous la lueur mentholée du réveil, des expressions de sa mère vaguaient sur son visage, des airs pleins de morgue qui semblaient vouloir s'y fixer. Je me suis retourné vers le mur pour fuir ces visions, et j'ai passé la nuit dans les craquements de bois et les cycles horlogers, assaillis d'images et de pensées qui revenaient sans cesse battre à mes tempes pour m'empêcher de trouver le sommeil. J'imaginais l'église, me voyais remonter la nef et franchir le transept au bras de Phyllis qui, en l'absence de Noéline, me livrait à ses sœurs, ou à Marie. Elle attrapait leurs doigts et m'y faisait passer l'alliance sous le regard impuissant de maman. Je pensais avec horreur au lendemain, à ce jour de noces qui se lèverait quelques heures plus tard, ce jour où la folie scellerait notre union. Je ne savais plus vraiment qui j'allais épouser. Noéline, ou bien son mâle, son affreuse mère et ses tantes au bec de lièvre, et combien d'autres membres de cette famille qui m'étaient encore inconnus. Tu m'avais dit, marions-nous le 21 juin, au solstice d'été. C'est le jour le plus long, à Roche-Creuse, à la montagne, où le soleil consume longtemps les cimes. Nous avions marché dans la nuit le long de la Seine, accrochés l'un à l'autre jusqu'aux Tuileries où se tenait la fête foraine. Tu aimais les lumières crues, les projecteurs sous lesquels m'était apparu ton premier visage de Polyxène, consumé de lumière, les rampes et enseignes, les illuminations, les phares éblouissants, ces ampoules que tu laissais brûler derrière toi dans l'appartement, comme cette plaque à induction que tu faisais rougir pour allumer tes cigarettes, à t'y brûler les cils. Les flashs qui arasent les visages et la lumière blafarde de ton écran d'ordinateur. Je te retrouvais parfois la nuit dans le salon, rêvant devant des webcams du monde entier. Tu me disais que tu aimais voir le monde se dépenser quand je dormais. Tu passais d'un parking côtier de Galveston, ébloui de soleil, aux laveries à néon d'Oyama, d'un freeway de Las Vegas au Gordon Center de Chicago. Tu quadrillais le monde au hasard, traquant l'énergie où elle se trouvait. Tu regardais, des heures entières, les escalators développer leur longueur d'acier strié, les ordinateurs égrenaient leurs écrans de veille dans les open space, les linéaires de téléviseurs entraient dans la danse affolée des photons, ou bien les câbles déroulaient leurs fils de sièges vides dans les neiges plasmiques de North Star. Ce soir-là, tu t'es monté sur la grande roue et tu avais tourné encore sur ces chaises volantes lancées à toute allure pour te centrifuger, cherchant à fuir ce point aveugle ouvert en toi. Tu courais de Scenic Railway en Watershoot pour te griser et t'oublier et me montrer que tu ne craignais rien que ce vide dont j'avais peur, tu l'avais depuis longtemps vaincu. Tu te croyais le vertige incarné, penché au-dessus de cette nuit dont l'enfance t'a inoculé le poison, dont elle a nourri chacune de tes cellules et irrigué ton sang du germe vénéneux de ta naissance. En voulant m'épouser, tout là-haut, sous ces rayons ultimes, tu croyais que notre rencontre inonderait de lumière cette maison où est née et a incubé la folie des tiens, où le mal a poussé et disséminé, frayant ses racines dans les sagnes turbides où ces montagnes trempent leurs pieds flétris. C'est une écriture extrêmement forte qui prend au ventre là en lisant, c'est ouf. Merci pour ta lecture. Je t'en prie, c'est un plaisir. C'est toujours amusant de... C'est vrai que j'aime beaucoup lire, c'est toujours très agréable, mais c'est toujours intéressant d'entendre quelqu'un d'autre lire ses propres textes, parce qu'on les écoute un peu en étranger, quoi, donc c'est assez amusant. C'est intéressant. Une manière dans tes récits, et pas que fiction, mais Forêt Noire et Grand Ours en tout cas aussi, de travailler le cauchemar comme matière littéraire. Et tu t'es tourmenté, Romain. Sans doute, mais j'essaye de l'être surtout dans mes écrits. Effectivement, ce que j'écris depuis le début est assez noir, mais j'aime beaucoup ça. À titre personnel, pour ce qui est de mes lectures, des films que j'aime regarder, c'est souvent ce que je recherche. Pas exclusivement, mais j'aime beaucoup. Et donc, j'essaye de, en tout cas, plus que créer de l'horreur, j'essaye effectivement de créer un univers dans lequel je vais essayer de parvenir à créer un maximum d'intensité émotionnelle. Et donc, alors ça, on le trouve dans différents genres, hein, y compris pour ce roman par exemple qui est
qui est très cinématographique, qui joue beaucoup de ça. On retrouve cette intensité émotionnelle. Ça peut être par exemple lorsqu'on regarde un film d'épouvante, un film d'horreur, ou ça peut être par exemple en regardant des films de Bruno Dumont qui sont capables justement par quelques images ou par quelques minutes d'un portrait, de canaliser et de capter une émotion qui véritablement empoigne le spectateur. Et c'est des choses que moi j'essaye d'effectivement, voilà, c'est des choses un petit peu de ce type-là que j'essaye de provoquer, de créer dans mes ouvrages. Avec grand succès, parce que l'écriture est très maîtrisée, mais on sent justement la maîtrise. Et puis quand la scène de cauchemar arrive, on sent quelque chose qui s'échappe complètement et qui va au-delà d'un alignement de mots pour vraiment créer une sensation qui enrobe le lecteur. C'est un peu abstrait présenté comme ça, mais vous avez eu l'extrait précédent pour vous en rendre un petit peu compte. Bon, c'est théâtralisé par la lecture, mais la lecture dans l'intimité rend aussi compte de ça, de cet état d'esprit un peu gluant dans lequel on se sent à la fois bien et pas bien, et tout ça créé par les mots et la manière de les agencer. Oui, et je crois aussi que... je crois que cette intensité-là que je recherche, je la recherche aussi dans le moment de l'écriture. C'est-à-dire que quand j'écris, c'est pas simple. C'est aussi la raison pour laquelle souvent mes romans sont plutôt courts. C'est que je n'écris pas facilement. Et du coup, je crois que l'intensité de ces scènes-là, j'essaye aussi moi-même dans le travail que j'en fais, dans la saisie que j'en fais, et de l'atteindre aussi pour moi aussi, de façon aussi égoïste, il faut le dire, dans le plaisir d'écrire, qui est un plaisir d'écrire et de voir un petit peu, de voir un petit peu ces images, ces scènes, ce cinéma qu'on s'invente aussi en écrivant, parce que j'essaye effectivement de développer un imaginaire qui s'impose comme une réalité. C'est un imaginaire qui est multimédia, et c'est aussi l'un des projets que tu poursuis au travers de ton blog de Membrane, qui est une compilation oui, c'est-à-dire qu'effectivement depuis quelques années j'ai ce blog sur lequel les Tumblr sont... J'ai créé ce blog sur Tumblr qui est une interface sur laquelle énormément de blogueurs postent prioritairement, principalement des images. D'ailleurs c'est totalement fou de voir cette circulation d'images totalement effrénée, c'est totalement aliénant. Et en même temps, ça crée, je pense que ça crée, on voit d'abord de très très belles choses, et puis ça crée une sorte de fascination rétinienne qui fait que il y a quelque chose qui est aussi proche un petit peu d'une ivresse optique. On revient à Gerasim Lucas, en fait. Tout à fait. Oui. On a fait le lien, effectivement. Et donc avec ce livre, en plus, il y a une série de cartes postales qui ont été éditées. Oui, donc l'une est glissée dans chaque ouvrage. C'est-à-dire, j'avais quelques semaines avant pendant les 2 mois qui ont précédé la publication du livre, j'avais fait des photos j'avais brûlé le manuscrit de Fission, et j'ai essayé d'en faire des photographies, sachant que le feu a une importance assez... une grande importance dans le roman, et donc j'ai voulu essayer de photographier des extraits du manuscrit consumé, carbonisé. Et donc j'ai essayé, puis j'ai vu que ça faisait des effets intéressants de matière, surtout que selon la puissance du feu ou le nombre de pages qu'on mettait ensemble, l'encre pouvait même rester bien après la consomption totale des feuilles. Des effets d'ailleurs qu'on n'arrive pas toujours à refaire, et je me suis amusé effectivement à faire imprimer une série de 8 cartes postales, de 8 photos. Voilà. Merci Romain. On n'a pas tout à fait fini, mais là comme ça fait 1h30 qu'on est déjà en train de discuter, on va mettre un petit coup d'accélérateur. Juste quelques mots sur la collection Les Échappés, et puis on finira avec une lecture de Véronique Gentil de Fer. Alors,
J'en ai parlé tout à l'heure, Les Échappés, donc c'est cette collection qui s'est imposée à nous lorsqu'on a reçu conjointement à la fois le manuscrit de Lionel-Édouard Martin qui s'intitule donc Bruegel en mes domaines, petite prose sur fond de lieu et fer, qui donc sont deux textes qui sont assez différents en termes d'écriture, hein, puisqu'on a chez Lionel-Édouard Martin, comme dans La vieille au buisson de rose d'ailleurs, hein, une langue qui est de nouveau très riche, très travaillée. On a dans ce recueil-là, alors si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est 140 petits tableaux de son quotidien, qui est le quotidien d'un voyageur, hein, puisque c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé et qui a fait le choix, en fait, dans ces temps de pause à travers ses voyages, de s'intéresser à un détail apparemment insignifiant de son quotidien et de partir de ce détail apparemment insignifiant pour déployer une réflexion sur l'acte de création poétique, en fait, hein, puisqu'on va terminer le recueil avec des textes qui s'échappent justement de ces détails des quotidiens. Il y a toujours un rapport un peu à sa propre création. Oui. Dans la manière de présenter la langue et la poésie. C'est réellement une constante, hein, dans toutes ces œuvres, hein, pas seulement dans celles qu'on a effectivement publiées, mais c'est vraiment un fil conducteur. Ce qui nous a intéressé dans ce recueil, c'est aussi ce clin d'œil à la peinture de Bruegel, qui est ce peintre qui travaille sur le détail et qui du coup installe un échange qui nous a semblé encore une fois intéressant entre l'acte d'écrire et la manière de parler à travers la peinture. Alors chez Véronique Gentil, on a quelque chose de bien plus dépouillé, bien plus épuré, mais d'une force absolument impressionnante. Moi, je me souviens, en ayant lu le manuscrit pour la première fois, j'ai parlé du percute tout à l'heure, mais c'était vraiment ça. Alors, on est dans un recueil qui amène j'ai pas envie de dire une réflexion, mais en tout cas un regard sur l'acte de peindre et l'acte d'écrire. Véronique Gentil est aussi peintre, par ailleurs. Elle écrit, mais elle peint également. Et à un moment donné de sa vie, elle a découvert, enfin, il s'est avéré qu'elle ne pouvait plus peindre. Elle n'a plus pu prendre le pinceau pour jeter sur la toile les motifs avec lesquels elle avait l'habitude de travailler. Et s'est imposée à elle une réflexion sur qu'est-ce qui, dans une démarche de création artistique, les peintres écrivains, va prime l'une sur l'autre. Enfin, je prends des raccourcis un peu sauvages, mais c'est parce qu'on pourrait en parler pendant... Dans son écrit, ce qu'on ressent, c'est un travail de l'image, en fait, et de la mise en rapport de l'image. Alors, les récits sont très... Enfin, les récits, non, les textes sont très aérés, avec beaucoup de lignes blanches, des pages des pages petitement remplies, et on sent, en fait, il y a une vraie nécessité à cela, puisque c'est une manière de lien, ce sont des collections de petites images qu'on peut mettre bout à bout les unes des autres, qu'on peut combiner, qui font des choses qui se construisent finalement en des choses plus importantes aussi avec ce que le lecteur y apporte, il projette. Tout à fait. Alors ce qui est assez impressionnant dans ce recueil, c'est que on a un discours sur la difficulté de peindre, mais en même temps, tu l'as très bien dit, on a des images qui se forment. Elle a une capacité absolument incroyable à évoquer les couleurs, par exemple, sans les nommer. Enfin, moi, c'est ce qui m'a absolument fasciné dans ce recueil. Et vraiment, je ne sais pas quoi dire d'autre, parce que c'est un texte qui nous parle très, très, très loin. Et c'est un rapport à l'inconscient. Ouais. Aussi, beaucoup. Voilà. On va faire un essai sur vous. La vie ne rougeoie plus dans des sangs d'Écosse. Elle est terne, elle s'installe dans des quartiers de plaines, et les plaines s'étendent, s'étendent et s'étendent. On compte les raisins entre les feuilles qui font comme un papier huilé d'un jaune sous le soleil, ou près des nuages, les chèvres pensives grisent les longs après-midi, quand l'ami n'est pas loin avec ses gestes ordinaires et gracieux et sûrs, si sûrs qu'ils balaient les chambres du cerveau, qu'ils sont dans les chambres du cerveau, présence et brise,
eau fluette, côte à côte de forêt. Mais il faut qu'on avance. Et malgré les douceurs d'amour, malgré la tendre obscurité des rites d'amour, le sol se décèle sous la jambe. Des soirs arrivent, et des terres se cassent. La raison verse dans des fonds et des froides pôles. Des hautes maisons s'écartent. Plus rien n'est ramené du chemin. On retourne les pierres, on compte les bleus, on n'a pas sommeil. L'œil des grands corbeaux regarde excessivement. Et l'on s'éprend du noir, noir des oiseaux, des suies, du bleu des eaux plates de lac. Les eaux plates de lac ont des clignes de lumière du soir, l'été, toute une verroterie qui tremble autour des barques et réverbère la montagne dans un flux de vide et de bleu jointoyé. Et la montagne tombe, elle tombe, près d'un petit port mort dans la mémoire, pour faire ce si bon et si faux souvenir. On va dans le jardin, on tâte des roses. Au fond des roses, il y a des rallonges d'ombre, des caves, des obsessions. Des voix molles circulent entre les doigts, nous font plier. On se rappelle que la grammaire nous a souvent évité un désordre. Ce qui émerge et qu'on laisse reflue, et qu'on laisse, j'écris avec devant rien qui n'est pas néant, mais grande place ouverte pour un poème antigéologique. Ligne après ligne, la généalogie des nerfs se dévoile. Si loin qu'on évalue, on trouve de mère en fille d'abominables duplications de manières et de dermes. Nos cellules sont pleines de poissons battus et coriaces. Ils bâillent sous la conscience, ils ne veulent pas mourir. Ils sont sous la conscience, blancs comme des cadavres qu'on porte, noyés dans leur blancheur, depuis le premier jour. Le ciel de chaux éteint me dit que lorsque j'aurai quitté la vie, j'aurai seulement quitté la vie. Que derrière les étoiles sont d'autres étoiles. Voilà tout. Alors pourquoi cette épouvante devant la mort, et pourquoi cette épouvante devant le silence d'autrui? Ce ne sera que noces de terre et cendres rendues au bout du jardin. Ce sont au soir des foyers gris, des courses, des os courts d'arbres étêtés, des cernes à peine autour des bois. On glisse de cerne à cerne, de bois à bois, le ciel fourche sur de petites têtes vides qui s'ouvrent parmi les épineux. On est un peu indifférent, si familier des fers. D'invisibles anneaux passent d'un poignet à l'autre, d'une annexe à l'autre du cerveau. D'une heure à une autre heure, de gros serpents digèrent dans des arceaux d'ombre et de fortes fumées de feuilles. Merci beaucoup Karine. Merci. Merci Romain. Merci à Et toi. puis merci à la librairie du MK2 qui nous accueille tous les mois. Et puis à Lipfly, notre partenaire qui enregistre les soirées. Et puis à vous qui êtes venus si nombreux encore ce soir. On va prendre un verre et puis Romain va dédicacer quelques ouvrages peut-être, si le cœur lui en dit. Et puis si... Merci beaucoup. Dis le soir.